chacun l'ait bien en tête. Monsieur le ministre, pour répondre aux représentants des groupes. Oui, alors il y a énormément de choses. Je vais essayer de faire de manière précisément possible et en même temps sans prendre trop de temps. D'abord sur l'action de groupe, puisque ça est une question qui a été posée à la fois par le groupe UMP et par le groupe socialiste. Nous connaissons les dérives du système américain. Le dérive du système américain, le principal reproche qu'on lui fait, c'est qu'en gros, l'action de groupe américaine enrichit davantage les cabinets d'avocats qu'elle ne rémunère ou ne répare le préjudice dont a été victime le consommateur. C'est pour ça que nous voulons mettre en place un certain nombre de filtres. Et parmi ces filtres, il y a qui porte l'action de groupe. Et nous souhaitons aujourd'hui, mais ceci sera soumis à discussion avec le Parlement, que ce soit principalement les associations de consommateurs agréés qui sont en capacité de pouvoir porter l'action de groupe, et évidemment le juge étant le filtre le principal, décidant de la recevabilité ou pas de l'action de groupe. Deuxième principe, nous voulons faire en sorte ensuite que le rassemblement, en tout cas des consommateurs, se fasse, pour ce qui me concerne, plutôt par une procédure d'opt-in, c'est-à-dire que revient à l'entreprise mise en cause de faire la publicité de l'action de groupe qui existe pour que les consommateurs s'agrègent à la procédure plutôt qu'une procédure d'opt-out qui considère automatiquement tout consommateur lésé comme partie prenante de la procédure, qui est un dispositif qui n'est pas forcément d'ailleurs compatible avec les principes du droit français. Donc l'objectif aujourd'hui, il est moins de multiplier des procédures tous azimuts que d'installer un instrument dissuasif qui encourage les médiations. Et quand la médiation n'a pas permis d'obtenir satisfaction, permettre aux consommateurs de disposer de cet instrument de recours, comme je l'ai dit, ex post. Le MEDEF a souvent argué qu'il pouvait y avoir des risques en termes d'activité et des risques de recul du PIB liés à la mise en œuvre de l'action de groupe. En réalité, grâce au travail du CAE, on a pu voir qu'aux États-Unis, la seule mesure qui existe est qu'effectivement, depuis que l'action de groupe existe, il n'y a pas un recul du PIB lié à l'action de groupe, mais bien un transfert de points de PIB des entreprises vers les consommateurs lié à un mécanisme assez logique de redistribution et qui est la conséquence de ces actions de groupe. Donc ça ne pénalise pas l'activité, ça introduit un transfert qui est un transfert des entreprises vers les consommateurs, mais objectivement nous ne sommes pas sur les mêmes montants et nous travaillons nous à un modèle qui soit un modèle qui s'attache aussi à ce que demain l'action de groupe ne soit pas un instrument utilisé dans le cadre de la concurrence que se livrent un certain nombre de grandes entreprises entre elles pour atteindre à la réputation ou à l'image d'une entreprise sans qu'elle soit fondée, cette action de groupe. Donc je souhaite moi que l'on encadre ce modèle de telle manière que ce qu'il protège efficacement les consommateurs là où ils ne le sont pas aujourd'hui, sans pour autant que ce soit un instrument qui pénaliserait l'activité. Vous avez évoqué, Monsieur Fesquel, la question du registre national du crédit, les préventions qui sont les vôtres. Là encore, je le dis, la philosophie du gouvernement n'est pas totalement arrêtée. Attention aux comparaisons en matière de surendettement. Le niveau des dossiers de surendettement entre la Belgique et la France n'est pas du tout les mêmes. C'est 2 fois inférieur pour déclencher un dossier de surendettement en Belgique que ça ne l'est en France. Et la réalité qu'on constate en France, qui était là non discutable, c'est que pour 78% des dossiers de surendettement déposés à la Banque de France, les dossiers de surendettement comprennent, pour en tout cas les ménages concernés, 8 crédits à la consommation et principalement des crédits renouvelables, et pour 52% de ces dossiers, plus de 10 crédits à la consommation. Alors la question c'est, le crédit est-il responsable du surendettement, ou est-ce que c'est une situation qui conduit à ce que, eh bien, on s'endette parce qu'on n'a pas d'autre choix, un accident de la vie, problème de santé, problème personnel, problème familial, perte d'un emploi. Nous voulons en tout cas faire en sorte que c'était les sénateurs, et là encore des 2 bancs qui s'y étaient prêtés, je crois que c'était l'année dernière, lors du rapport Bettel-Young, qui avait passé une après-midi dans un grand centre commercial de la région parisienne, et qui, sortant de cet après-midi
de course étaient sortis avec chacun d'entre eux 14 crédits renouvelables, ce qui montre bien que c'est assez facile de faire, en tout cas de souscrire à un crédit renouvelable, et que dans la fiche de dialogue, qui est celle qui encadre en théorie la discussion dans laquelle le vendeur fait l'inventaire de votre situation économique réelle, dans cette fiche de dialogue, c'est purement déclaratif et vous pouvez parfaitement mentir, comme il n'est qu'à prendre votre téléphone ou aller sur Internet pour aller vers des grands, je ne les citerai pas, établissements de crédit, pour voir que vous pouvez donner toute une série d'informations, obtenir votre autorisation de crédit sans pour autant que ces informations aient été vérifiées par qui que ce soit. Il existe aussi une réalité, c'est que s'il n'existe pas de registre national du crédit public, les premiers grands opérateurs du crédit, qui en ont fait parmi les premiers, disposent eux d'un fichier qui est incontestablement un fichier qui leur est très utile pour estimer la solvabilité de leurs clients. Et c'est une question évidemment qui interroge les autres établissements de crédit, notamment ceux qui sont aujourd'hui ceux qui veulent se positionner sur ce secteur. Sur la téléphonie mobile, je veux dire qu'une partie des dispositions qui existaient dans le projet de loi Lefebvre sont moins valides aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'entrée de Free dans le marché non seulement a fait incontestablement baisser les prix, mais a au moins un mérite, c'est sur les durées d'engagement, c'est de multiplier les offres sans durée d'engagement et qui donc du coup invalide une partie sur ces offres sans engagement des propositions qui pouvaient être faites dans le projet de loi Lefebvre. Sur le logement, de la même manière, je discute en ce moment avec ma collègue Cécile Duflot sur l'opportunité qu'il y a à loger dans le projet de loi consommation des dispositions sur le logement ou dans son projet de loi logement. Et sur le commerce électronique, je veux rappeler, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que le texte transposera la directive sur toutes les questions de vente à distance, avec des mesures qui sont des mesures importantes, puisque c'est une directive d'harmonisation maximale et qui va, de ce point de vue-là, considérablement encadrer, en tout cas mieux protéger le consommateur, et avec un level playing field, comme on dit, identique sur tout le territoire européen, qui amènera à ce que, quel que soit le site internet avec lesquels on entend passer un contrat et sur lesquels on entend acheter un bien ou un service, les conditions seront les mêmes sur évidemment les délais de livraison, sur la possibilité d'obtenir réparation quand il y a eu perte ou dommage. Bref, il y a là une transposition de la directive qui figurera évidemment dans le texte consommation. Vous avez posé des questions aussi, notamment monsieur je ne vais pas perdre mes petites fiches. Monsieur Hamadi, vous êtes revenu sur la question du registre national du crédit, sur la LME également. Un mot sur la LME. Bon, par ailleurs, pour dire que les décisions sur la CEPC seront prises dans les jours qui viennent. Donc la fumée blanche sortira, rassurez-vous. Vous avez évoqué la LME et les clauses abusives. Notre objectif sur les clauses abusives, il est simple, c'est que, je le répète, c'est que là où nous identifions que dans un contrat, il existe une clause abusive, nous venons de donner les moyens à la CCRF de demander au juge d'ordonner la suppression de la même clause abusive dans tous les contrats de même nature. C'est une mesure qui paraît être une mesure de bon sens, qui n'existait pas jusqu'ici. C'est en ce sens que nous allons travailler. Et pour revenir sur la LME, j'ai eu l'occasion de m'exprimer devant à la fois les professionnels, les PME, le monde de le secteur les grandes filières de l'agroalimentaire, mais aussi les professionnels de la grande distribution lors de la table ronde qui a été voulu par le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Agroalimentaire. Nous sommes partis du rapport Chalmin qui propose un diagnostic qui est un diagnostic assez sérieux aujourd'hui de la réalité des marges dans la grande distribution. Ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas bouleverser l'équilibre de la LME, qu'il faut la faire appliquer, dans toutes ses dispositions, qu'il faut donner les moyens aux PME qui se sentent lésées par la grande distribution d'obtenir réparation dans le cadre de la mise en œuvre de la LME, que la LME donne des garanties à ses professionnels et à ses fournisseurs, mais qu'il n'est pas question que si on revoit les conditions ou l'aménagement de la LME, à la fin, la facture soit payée seulement par le consommateur. Moi, j'entends bien aujourd'hui que le cours des matières premières impacte les marges des producteurs et les amène à demander à ce qu'elles soient répercutées aujourd'hui dans la grande distribution. Mais si c'est pour qu'en bout de ligne, ce soit exclusivement les consommateurs qui payent l'intégralité de la facture, il y aurait là
quelque chose de particulièrement déséquilibré. Et j'ai eu l'occasion de rappeler à l'occasion de cette table ronde, même si ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais que dans le monde agricole, il y a ceux qui pâtissent de l'augmentation du prix des matières premières et puis ceux qui jouissent de l'augmentation du prix des matières premières. Et qui a sans doute à réfléchir à des mécanismes de péréquation ou de transfert à l'intérieur du monde agricole entre les uns et les autres, de façon à ce que, au bout du compte, la décision sur laquelle tout le monde s'entende, dans la grande distribution, chez les PME comme chez les producteurs, ce soit que le consommateur, en bout de course, soit celui sur lequel soit impactée la totalité de l'augmentation du prix des matières premières. C'est en tout cas, en tant que ministre de la Consommation, je l'ai rappelé, et c'est aussi évidemment la position aujourd'hui du gouvernement que de demander qu'il y ait dans ce domaine de l'équilibre. Vous avez évoqué pour le Parti socialiste l'action de groupe, les clauses abusives. Je voudrais revenir sur l'intervention aussi de Monsieur Chassaigne. Je dirais après un mot sur l'économie sociale et solidaire. Vous avez évoqué la question des marges. Très vite, vous avez beaucoup parlé de l'ESS. Donc j'en dis un mot tout de suite. Bon, le tourisme social, il est évidemment dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire, dès lors que le ministère de l'économie sociale et solidaire, comme l'a dit le président, est un ministère économique et qui s'intéresse aux conditions de financement, de création d'emplois, de toute structure de l'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui est une structure employeur, qui est dans le secteur concurrentiel, qui aujourd'hui développe une activité qui fait des excédents, qui appelle à des financements, des subventions, sollicite l'intervention d'instruments de financement public de l'économie, d'instruments privés de financement de l'économie. Donc oui, le tourisme social, de ce point de vue-là, qu'en tant qu'activité économique, est dans notre périmètre, et nous nous intéressons aujourd'hui à ces besoins, comme nous nous intéressons plus généralement aux conditions de financement de l'ensemble des acteurs de l'ESS, qui me permet de répondre en même temps, Monsieur Giraud, quel est le problème qui existait jusqu'ici? C'est que, d'abord, les familles de l'ESS, quand appartiennent toutes ont toutes des législations, en tout cas des référents qui ne sont pas forcément les mêmes, selon qu'on ait une SCOP, une coopérative agricole, que l'on ait une mutuelle, une association ou une fondation. D'ailleurs, la fiscalité n'est pas la même pour les uns ou pour les autres. Donc, ça me permet de dire que nous nous attacherons à consolider le statut et les capacités de financement et de développement de chacune de ces familles. Mais ce que j'ai souhaité, dès la mission de préfiguration de la Banque publique d'investissement, c'est que l'on garantisse désormais que plus aucune structure de l'économie sociale et solidaire se voit privée de l'accès au financement public de l'économie en raison de ses statuts. Jusqu'ici, sur des dossiers d'innovation technologique, on a vu des SCOP privés de financement d'OSEO parce qu'elles étaient des SCOP. Pas parce que leur projet était mauvais, mais parce qu'elles étaient des SCOP. Donc nous voulons rétablir des conditions d'accès au financement à toute structure de l'économie sociale comme à leurs concurrents de l'économie dite classique, sans pour autant dire qu'une économie est meilleure que l'autre, mais rétablir des conditions d'une concurrence équitable, et notamment dans l'accès aux instruments publics de financement de l'économie. J'en dis un mot, pourquoi? Parce que dans le domaine de l'innovation sociale, on voit qu'un certain nombre de grands acteurs associatifs ont eu peine aussi à trouver des partenaires pour financer leur développement, ou des acteurs mutualistes, en raison d'un manque d'acculturation, on va dire, d'un certain nombre de financeurs publics de la réalité de l'ESS. Alors on avait, du côté de la Caisse des dépôts des consignations, des dispositifs, et notamment dans le cadre du PIA, favorable à l'économie sociale et solidaire, mais il reste aujourd'hui à construire un instrument qui soit un instrument qui, du petit ticket au gros ticket, permettent à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire de trouver, du côté de la Banque publique d'investissement et de la Caisse, pour des missions qui demeurent les siennes, un acteur ou des partenaires qui soient des partenaires capables de répondre aux besoins en avance remboursable, en fonds propres, en garantie bancaire, etc., en prêts qui sont ceux spécifiques du monde associatif, du monde coopératif ou du monde mutualiste. J'insiste là-dessus, mais c'est plus dans la mise en œuvre aujourd'hui du fonctionnement et dans la doctrine d'intervention de la Banque publique d'investissement que se jouera le financement de l'ESS. Moi, l'affichage des 500 millions d'euros, j'y suis attaché par principe, mais je suis moins fétichiste à l'égard de ces 500 millions d'euros qu'attaché concrètement à vérifier qu'au moment de l'instruction des dossiers de tels acteurs associatifs du secteur sanitaire et social, il est un interlocuteur qui connaisse ces problématiques en fonds propres,
et qui sache lui répondre, plutôt que de me dire on affiche 500 millions d'euros pour découvrir que dans un an, on n'en aura consommé que 100 millions d'euros. Pourquoi? Parce que nous n'aurions pas l'ingénierie, l'expertise, les capacités d'accompagnement susceptibles de pouvoir accueillir ces projets et les faire et les mener à maturité. Donc ça, c'est une question absolument importante. Je rappelle que l'engagement du président de la République, c'est que pour tout le financement des PME, en général, PME de l'économie classique comme PME de l'ESS, 9 dossiers sur 10 soient instruits localement, régionalement et pas nationalement. Et je ne vois que très peu de dossiers de l'ESS qui aient vocation à remonter au niveau national. Vous m'avez interrogé sur la labellisation, plusieurs, et qui a vocation à être labellisé. Dans mon idée, l'agrément, c'est l'agrément de la PME sociale et solidaire. C'est moins de dire que les banques du secteur coopératif ont vocation à être labellisées. Elles seront reconnues dans le périmètre de l'ESS de ce qui devrait être l'article 1 de la loi comme des entreprises qui concourent à développer l'économie sociale et solidaire. Mais si vous me demandez si toutes les filiales du Crédit Agricole ou de la BPCE qui relèvent initialement ces deux grandes banques du monde de l'économie sociale et solidaire, si toutes les filiales sont dans le champ, non, il y a beaucoup de hors-champ. Et on ne peut pas dire que toutes les banques du secteur de l'économie sociale et solidaire aient été plus vertueuses que leurs concurrentes dites classiques. Et je l'ai constaté comme vous. Pour autant, j'observe aujourd'hui que leur solidité est très largement liée au fait qu'elles ont eu des caisses régionales et que ces caisses régionales les ont assises sur des moyens qui leur permettent aujourd'hui de redresser la tête. Donc moi, je ne vise à exclure personne. J'entends avoir une définition inclusive de l'ESS. Cela étant dit, l'agrément vise moins à agréer une banque qu'à agréer une entreprise de l'insertion par l'activité économique, une SCOP, une association, pour qu'elle puisse avoir accès à des financements, à la commande publique, et ce qui manque aujourd'hui, même s'il existe déjà un agrément d'entreprise solidaire qui permet de pouvoir avoir accès à des financements liés à l'épargne solidaire. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Sur les marchés publics, pour l'instant, je préférerais qu'en l'état du Code des marchés publics, on fasse mieux et qu'on évalue à partir de la volonté qui est celle de l'État de faire mieux. S'il faut demain modifier le Code des marchés publics ou pas, je trouve que l'exercice parfois relève de la science, mais je pense aujourd'hui qu'il y a, en tout cas j'affirme qu'il y a une volonté politique de faire en sorte que, en tout cas du côté du service des achats de l'État, on se fixe des objectifs qui soient des objectifs qui donnent davantage de place aux clauses sociales et aux clauses d'insertion. Si demain il devait y avoir, on devait se tendre vers une évolution du Code des marchés publics, pourquoi pas, mais regardons de quelle manière nous pouvons déjà mieux faire aujourd'hui avec les instruments qui existent. C'est vers cela que je penche. J'ai entendu qu'il y avait eu des remarques faites sur, je crois, notamment dans le budget, sur les emplois liés au service à la personne. J'imagine que c'est dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. Nous avons maintenu, il y a même eu consacré 10 millions d'euros supplémentaires au financement de l'insertion par l'activité économique. J'ai demandé avec Michel Sapin un rapport conjoint à l'IGAS et à l'IGF sur le financement de l'insertion par l'activité économique pour faire des propositions courant 2013. Ces propositions, nous savons tous sur quoi elles pourront porter. Depuis longtemps, les entreprises d'insertion considèrent que l'aide au poste est insuffisante pour pouvoir remplir leur mission. Vous avez évoqué, monsieur le député Chassaigne, monsieur le président, la question des ESAT. Les missions auxquelles sont confrontés les ESAT sont assez semblables à celles des associations intermédiaires ou des entreprises d'insertion qui supportent une mission d'intérêt général, qui est une mission d'intérêt général qui les amène à avoir des rotations de main-d'œuvre parfois beaucoup plus importantes, à avoir des coûts parfois plus importants, qui justifient les aides de l'État. Pour autant, ces établissements sont en concurrence avec des entreprises classiques qui, eux, ne supportent absolument pas les missions d'intérêt général, qui sont celles de réinsérer des salariés très éloignés de l'emploi sur le marché du travail. Et nous voulons donc faire le point sur les financements des AI, des ACI, des ETTI, comme des EI, pour voir de quelle manière demain, soit en nombre de postes financés, soit sur la revalorisation de l'aide au poste, nous pourrons mieux répondre aux défis d'insertion par l'activité économique. Je vois que je suis long, mais je crois que j'ai pas répondu à tout, mais j'essaierai de revenir tout à l'heure dans les autres questions sur plusieurs sujets qui m'ont été posés.